Bienvenue à tous à cette 22e édition de XIA. Ça fait maintenant 6 ans qu'on anime le groupe, donc les éditions commencent à s'accumuler et ça fait plaisir de revoir beaucoup de têtes connues et de voir de nouvelles têtes et de nous voir toujours aussi nombreux. Je vais vous présenter rapidement le groupe XIA. Donc moi, je suis Sophie Monnier, X2009, la présidente du groupe. Et comme je le fais à chaque fois, je commence par la question: qui vient ce soir à XIA pour la première fois? 15-20%. Ok, on a quand même des nouveaux. Bah, écoutez, bienvenue à vous, puis à tous les autres. Ça fait plaisir de vous revoir. Maintenant, on se voit quasi tous les mois, donc c'est quasi un rendez-vous familial. Alors, quelques mots sur le groupe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, XIA, c'est donc le groupe des étudiants et des alumni de Polytechnique qui travaillent ou qui sont passionnés par le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, on a une double vision. La première ici et la deuxième, une politique de no bullshit. Donc, on veut des talks qui soient concrets, dans le dur, techniques, pertinents, pas de talks commerciaux, hypo, voilà, comme on disait à Polytechnique. Donc, j'espère que la soirée ce soir vous plaira à tous. Pour organiser ces éditions, on n'est pas tout seul, on est une dizaine de personnes dans le bureau et donc particulièrement pour cette édition ce soir, je tiens à remercier Jonas, David et Frédéric qui ont œuvré depuis juillet pour trouver les speakers, valider, trouver la date, faire des dry runs, des slides passionnants et tout. Donc merci à vous, c'est grâce à vous si on est là ce soir. Et également un très grand merci à OnePoint de nous accueillir, de nous réaccueillir en fait, vu qu'on était chez vous il y a 1 an à peu près. Du coup, XIA, donc on communique sur 2 canaux maintenant. Avant, on avait un groupe LinkedIn et Facebook. Ne on les anime plus parce que ça fait juste un petit peu trop de redondance. Donc, on est actif sur la X et sur Discord, que je vous encourage à rejoindre parce qu'on a des channels un peu dédiés sur les différents thèmes ML, sur les jobs, sur les autres events qui peuvent arriver dans la communauté IA à Paris. Donc, ça peut être intéressant que vous y soyez. On est le 3e groupe AX. Devant nous, on a Doc de l'X. Je ne sais pas ce que c'est que ce groupe. Sinon, on a X Finance, mais nous les détrônerons très bientôt. Mais on réunit que 3% de la communauté. Il y a 40 000 personnes sur l'annuaire de la X. Donc, si vous connaissez des personnes, des amis, des camarades de promo, des collègues qui seraient intéressés par le groupe, ben, n'hésitez pas à leur en parler. Ils peuvent le rejoindre sur la X. Également, on remercie nos sponsors en fait, qui permettent à tous ces événements de rester gratuits pour vous. Ce sponsoring, il sert à quoi? Il sert à trouver des salles plus grandes, donc minimum 100 personnes, et aussi de pouvoir payer les traiteurs pour chaque édition et que vous n'ayez pas à payer votre venue. Donc, un grand merci à tous de sponsoriser et d'être là aussi ce soir avec nous. Et je finis par quelques quick news. Oui, la semaine prochaine, pas dans un mois, la semaine prochaine, il y a déjà XIA. Donc, en fait, on se retrouve tout le temps. Cette fois-ci, c'est une édition sur tout ce qui est Data and AI for Omics. Donc, Omics, j'entends génomique, transcriptomics, donc ARN, protéomics et multi-omics. Et donc, on aura les interventions de Google DeepMind, Bioptimus, InstaDeep et l'Institut Curie. La billetterie ouvre demain à 12h30. Donc, soyez à vos claviers à cette heure-là pour vous inscrire et ce sera chez Future for Care. Vous avez peut-être pas manqué la nouvelle, je vous la partage là pour ceux qui l'auraient peut-être manqué, mais OpenAI a annoncé la semaine dernière l'ouverture de ses bureaux à Paris. Donc, nouvelle à suivre, ils vont recruter et pas mal, peut-être des gens dans cette salle, ça peut peut-être vous intéresser. Donc, je vous mets juste la nouvelle. Aussi, pour les camarades jeunes comme moi jeune, qui voudraient donner à la FX, sachez que la FX a lancé la semaine dernière sa 3e campagne de levée de fonds. Et en fait, tous les fonds qu'ils lèvent, c'est 200 millions. L'objectif de cette 3e campagne, c'est pour soutenir en fait des centres interdisciplinaires de recherche, des bourses, des stages, des chaires. Et donc, en fait, c'est pour faire grandir l'écosystème de l'école. Et de faire venir des professeurs aussi éminents dans tous les domaines. Là, ils ont accueilli un prix Nobel de physique qui enseigne à l'X, je ne sais plus son nom. Peut-être les jeunes promos, vous l'avez d'ailleurs, je ne sais plus son nom. Mais il a fait un discours la semaine dernière.
Donc, si vous voulez donner, vous pouvez. Toutes les promos peuvent donner. Donc, voilà, je vous encourage à le faire si ça vous intéresse. Et enfin, dernière nouvelle, pour ceux qui suivent, donc en février prochain, il y aura donc à Paris le AI Action Summit, qui est organisé par le président Macron et l'Élysée. C'est le 10 et 11 février, mais avant ça, il y aura un événement hébergé par l'X le 6 et 7 février, donc c'est un jeudi, vendredi. Ils sont encore en train de détourer exactement ce qui va se passer, mais il y aura de très très gros profils de l'IA mondiale qui vont venir. Il y aura des séminaires très intéressants et XIA va participer à l'organisation de cet événement. Donc quand je dis XIA, les membres du bureau, mais en fait, vous aussi, si vous voulez aider à organiser, n'hésitez pas à venir nous en parler parce qu'on va mettre la communauté à contribution. Donc, si ça peut vous intéresser, vous nous envoyez un email, vous venez nous parler au cocktail et on va essayer de recruter une petite équipe pour aider la préparation de cet événement qui va être super. Voilà, j'ai fini. On va avoir trois super speakers ce soir. Donc, je vais finir, pardon. Je vous souhaite une excellente soirée et peut-être deux mots, Maxime et Nicolas de OnePoint. Nicolas n'est pas là? Il n'est pas encore là. Il arrive après. Ah, il arrive après. Bon, il dira un mot à la fin. Ok. Bah, du coup, Je m'en occupe. bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue chez OnePoint. Du coup, je prends la place de Nicolas Godmey, qui est notre partenaire qui chapeaute l'événement, pour vous parler un peu de OnePoint et vous dire pourquoi on est très heureux de vous accueillir. Déjà, moi, je m'appelle Maxime, je suis data scientist, ML engineer chez OnePoint depuis 5 ans maintenant. Et ça fait 5 ans que je fais de l'IA ici. Et j'ai pu voir notre communauté data IA grandir, faire de plus en plus de choses. Et je suis très content de vous accueillir dans nos beaux locaux. À propos de OnePoint, on fait du conseil en transformation numérique. Ça veut dire plein de choses et pas grand-chose à la fois. Donc, on travaille avec nos clients et le public sur tout ce qui est transformation numérique, donc du dev, de la data, de la strat, de la sécurité, etc. Et notamment l'IA, du coup. Bon, je vous ai mis la slide qui parle de ce qu'on fait sur l'IA. Il y a Nicolas Godmey qui est du coup notre Chief AI Officer. On travaille beaucoup sur plein de clients, etc., etc. Et un point que je voulais mettre en avant, surtout parce qu'il y en a quelques-uns par ici, c'est un laboratoire de recherche en IA qui s'appelle Thalia, donc, pour traitement automatique du langage par l'IA. Normalement, ils font plus du NLP, mais il y a Jean qui est parmi nous qui travaille un peu dans le cadre de sa thèse autour des systèmes de recommandation. Et on a un nouveau thésard qui vient de commencer, qui va faire sa thèse spécifiquement sur les moteurs de recommandation. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup. D'un point de vue plus personnel, moi, j'ai fait 3 missions sur les moteurs de recommandation. Et vu que j'ai que quelques minutes pour vous parler, je vais vous poser seulement des questions. Je ne vous donnerai pas la réponse, mais on pourra en parler au cocktail après. Moi, j'ai fait mon premier système de recommandation au Pass Culture. Pour ceux qui sont trop vieux, c'est une application qui permet aux jeunes de 16 à 18 ans d'accéder à tout le monde de la culture. Et ils avaient besoin de faire de la recommandation, mais en tant que service public, ils avaient besoin de faire en sorte que les utilisateurs diversifient leur culture, enfin leur pratique culturelle. Et quand on doit faire un moteur de recommandation qui fait la diversification, c'est deux problèmes qui sont assez antagonistes. Donc je vous pose la question, comment on fait pour allier ces deux sujets? Question ouverte d'ailleurs. Après, j'ai travaillé au Crédit Agricole. C'est un peu spécial de faire de la recommandation au Crédit Agricole, surtout qu'on a très peu de produits. J'avais une vingtaine de références. Et souvent, les papiers de recherche en moteur de recommandation, il y a plutôt des millions de vidéos, des millions de produits en e-commerce. Quand on n'a que 20, c'est assez compliqué. Donc pareil, question ouverte. Et enfin, depuis 1 an, je travaille chez France Télévisions. Et chez eux, on fait de la recommandation, mais un peu différente. On n'essaye pas de proposer un top recommandation. On ne dit pas vos recommandations sont, mais on essaye de réordonnancer des contenus. Et pour ça, il nous faut de la recommandation. Cette recommandation doit être pertinente, non pas dans le top des contenus, mais dans tout le milieu, tout l'endroit où, en général, les scores de toutes les recommandations sont un peu tous les mêmes, où on a du mal à différencier les différents contenus. Et du coup, ça nous a posé pas mal de questions sur comment mesurer l'efficacité de notre modèle et se poser même la question de est-ce que ça marche? Là, pour le coup, la réponse est oui.
Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous, on aime bien la recommandation. Moi, personnellement, j'aime bien la recommandation aussi. Je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez sur les papiers de recherche et dans le monde de l'IA de manière globale. Donc, je suis très content qu'on fasse un XIA sur la recommandation. Et sans plus perdre de temps, je passe le micro au premier des trois speakers. Mathieu. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je remercie notamment David de m'avoir invité. Donc, David m'a appelé il y a quelque temps en disant on va faire une. J'ai comme un écho. Tu l'avais l'écho ou pas, toi? Ok. Donc, sachez, quand je parle, j'ai mon écho. Je vais m'y habituer. Euh, David m'a appelé en me disant tiens, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des systèmes de recommandation, notamment dans le e-commerce? Parce que si aujourd'hui je suis indépendant, consultant indépendant, donc à mon compte, j'ai passé une dizaine d'années en fait dans le e-commerce chez deux acteurs que vous connaissez, j'en suis sûr, Cdiscount et Mano Mano, où je m'occupais de deux sujets, le marketing, et oui, des fois il y a des polytechniciens qui se perdent dans de sombres eaux à faire du marketing, et de la data aussi. Donc c'est deux sujets qui me passionnent. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler de ces systèmes de recommandation parce que tout le monde en parle, ils sont absolument partout sur les sites, mais à la fin, est-ce que ça marche? Le petit plan. Donc, dans un premier temps, on parlera un petit peu de tout ce discours qu'il y a sur les systèmes de recommandation depuis maintenant plus de 10 ans. Après, on passera un peu en revue qu'est-ce qu'on appelle finalement dans le e-commerce les systèmes de recommandation. Après, dans un deuxième temps, on regardera comment on évalue la mesure. Est-ce que ça marche ou pas? Comment on mesure ça? Et aussi, c'est quoi les grandes méthodes un petit peu pour construire ce type de système? David m'a dit, Sophie aussi, no bullshit, c'est important de mettre des formules. Donc, j'en mettrai un petit peu à la partie 3, mais rassurez-vous, si cette soirée est un dîner, je ne suis que l'apéritif. Martin et Aurélien amèneront le plat de résistance en termes de mathématiques. Et après, on essaiera de répondre à la question, est-ce que ça marche? Partie 4. Et si oui ou sinon, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Système de recommandation, pour moi, j'ai commencé à en entendre parler vraiment. Ça remonte, c'est en 2006. Peut-être que certains d'entre vous se le rappellent. C'est le concours Netflix à 1 million de dollars où il faut améliorer les prévisions de Netflix. Donc, c'est particulièrement d'actualité parce qu'on aura aussi une présentation sur la recommandation de Netflix. Et ça a amené, pour information, je crois, à une dizaine de millions de dollars de pénalités pour ce concours. Après, on est en 2010, c'est l'arrivée, pour certains qui se rappellent, du big data. Euh, le... tu pourras me lever la main quand je serai à 10 minutes à peu près. Le big data 2010, c'est le gros buzz. Il y a plein de machines, on stocke de l'information, il faut faire des calculs, il faut justifier ses investissements. Un des arguments, c'est de faire des systèmes de recommandation et de la personnalisation. Et si encore aujourd'hui, si vous regardez les publications d'Accenture, de BCG, McKinsey, en fait, on va vous dire que c'est un impact extrêmement important. On parle même de 25% de chiffre d'affaires en plus. Donc, on promet en fait une énorme valeur supplémentaire avec ces systèmes-là. J'aime toujours beaucoup ce sujet. Pour vous dire, là aussi, je viens de lancer avec Carrefour un concours avec une douzaine d'universités et d'écoles. Donc, il y a 700 étudiants en ce moment qui sont en train de bosser pendant 3 mois sur l'amélioration de la personnalisation en fait des recommandations dans le drive de Carrefour. Donc, je suis toujours autant passionné par ce sujet, même si vous allez voir, il n'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce que c'est que les systèmes de recommandation? Je vous montre quelques exemples. Sur la gauche, vous avez là, c'est du Cdiscount. Vous avez sur la gauche une batterie de cuisine. Vous êtes client, vous arrivez là et vous dites, mince, ça ne me plaît pas vraiment. J'aimerais bien avoir des propositions d'autres produits. Et vous allez trouver sur ce type de site les fameux produits similaires, des produits qui ressemblent de manière à ne pas abandonner votre navigation. Autre exemple, vous avez mis au panier cet iPhone et on vient vous proposer des produits associés. Donc les écouteurs, les AirTags. Troisième exemple, vous êtes sur la home page. Cdiscount choisit en fait de manière quotidienne parmi 300 deals, lesquels 15 deals ils vont présenter. Là aussi, il y a des algorithmes derrière.
Et ce n'est pas fini parce que ces recommandations deviennent de plus en plus personnalisées. Sur la gauche, vous avez un exemple très simple, mais qui est omniprésent, c'est les historiques de navigation. Vous avez visité certains produits, on les retrouve. Donc voilà, des fois, on peut retrouver ce qu'ont visité nos enfants, etc. N'hésitez pas à découvrir les navigations privées. Campagne d'email ciblée, en fonction de ce que vous visitez, vous allez avoir en fait de la personnalisation en termes d'email. On vient vous envoyer certains mails avec certains produits, certaines catégories en fonction de votre comportement, de vos achats passés. Et maintenant, avec les applications aussi, on a bien entendu des pushs personnalisés en temps réel qui arrivent. Donc ces sujets-là sont absolument omniprésents. Comment on mesure en fait leur efficacité? C'est quoi les grandes méthodes classiques pour construire ce type de système? Première méthode, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette industrie, c'est la méthode du last click. Donc sur cet exemple, si vous avez des bons yeux, on prend le passage en fait d'un visiteur qui vient cliquer sur le même produit, une fois en home page pour commencer. Après, il reclique dessus sur le moteur de recherche. Il termine par cliquer dessus sur les produits similaires, le moteur de recommandation. On va attribuer toute la vente au dernier clic, c'est-à-dire dans cet exemple, les produits similaires. Grosso modo, c'est comme si vous aviez une équipe sportive et que vous attribuiez absolument tout le mérite du gain de l'équipe au buteur. L'autre façon de faire, qui est un peu l'alpha et l'oméga de la mesure pour un e-commerçant, c'est les fameux tests AB. C'est l'adaptation un peu à des sites de e-commerce, de ce qu'a fait un Claude Bernard pour la médecine expérimentale. Chaque fois que les gens viennent sur un gros site, donc c'est des dizaines de millions de visites, on vient randomiser. On tire une pièce, pile ou face, et on vient mettre au hasard, faites une partie des visiteurs dans le groupe A, une partie des visiteurs dans le groupe B. C'est génial parce que vous pouvez faire finalement un groupe avec votre système de recommandation et un groupe où il n'y a pas le système de recommandation ou une autre version. Vous laissez ça tourner sur des gros sites comme Cdiscount, ManoMano, une quinzaine de jours, et vous êtes capable de voir la différence en fait de valeur créée, de calculer le fameux uplift, c'est-à-dire l'incrément de chiffre d'affaires que vous créez avec la nouvelle version du site. Et c'est vraiment ça que vont regarder en fait les e-commerçants en termes de mesure. Et un site comme Cdiscount ou ManoMano ou d'autres, à défaut des fois de faire toutes les choses en interne, ils viennent brancher une solution. Ils randomisent comme ça sur des dizaines de millions de visiteurs. À la fin, ils disent ça a marché, ça m'a rapporté tant, ce qui permet accessoirement de faire 2-3 négociations derrière. Comment on construit ce genre de choses? Pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a 2 grandes techniques, il y en a d'autres aussi, mais la première technique, c'est ce qui s'appelle le filtrage collaboratif. Vous avez cet homme ici, cet homme en bleu, vous voulez lui faire des recommandations. Une façon de faire ce type de choses, c'est de trouver les gens qui lui ressemblent, les clients similaires, les visiteurs similaires. Donc, vous regardez ce qu'il a vu. Ici, dans mon exemple, c'est une paire de lunettes et un smartphone. Vous cherchez les clients ou les visiteurs qui ont vu la même chose. S'ils ont vu la même chose, vous dites qu'ils sont similaires. Il se trouve que cette jeune femme a aussi vu en fait cette paire d'écouteurs. Et donc, vous venez lui recommander finalement cette paire d'écouteurs à un autre jeune homme. Donc ça, c'est le filtrage collaboratif, c'est la similarité entre les clients ou entre les visiteurs. Une autre façon de faire, c'est de dire le jeune homme voit un smartphone en vert, vous allez chercher les produits similaires, c'est-à-dire dans les mêmes catégories, qui ont les mêmes caractéristiques, et vous venez en fait compléter vos recommandations par des produits similaires en termes de contenu. Et dans la pratique, on peut créer des systèmes hybrides qui combinent ces deux choses, et il y a aussi d'autres méthodes qui existent. C'est vraiment l'idée de base pour faire ce genre de méthode. On va passer un exemple un peu plus appliqué, extrêmement simple, c'est construisons ensemble notre premier système de recommandation, celui qu'on avait vu, je crois, la première image de Cdiscount, les produits similaires. Comment on peut faire ça? Alors, j'ai pris un exemple parce que de chaussures de femmes qui s'appellent les Mary Jane, je ne sais pas si vous connaissez. C'est cette forme de chaussure. Là, c'est un exemple sur Amazon. Et en fait, vous allez proposer d'autres modèles. Donc, c'est les gens qui ont vu ça ont aussi vu ça. C'est en fait les fameux produits similaires. Si on met vous dites, tiens, je veux construire ce genre de choses, je travaille pour Cdiscount ou pour d'autres, comment faire ce type de choses? Déjà, il y a un cahier des charges. Qu'est-ce qui va faire qu'on est content en fait de ces produits similaires? On aimerait bien que quand on va faire le fameux A/B test, on démontre qu'on apporte de la valeur.
Après, on aimerait bien couvrir l'ensemble du catalogue. Ce n'est pas évident parce qu'il y a une centaine de millions de produits. Ça veut dire que sur 100 millions de produits, il faut qu'on soit capable de faire 20 recommandations. Donc ça fait à peu près 2 milliards de recommandations qu'on va mettre à jour un petit peu tout le temps. Alors, vous verrez qu'il y a d'autres niveaux d'échelle qui seront présentés après, mais comme je dis, je suis l'apéritif. Et il faut aussi proposer des recommandations que nos clients comprennent, mais surtout aussi que les collaborateurs en interne comprennent. Parce que quand vous êtes l'une des seules personnes data et que vous avez 150 acheteurs qui vous posent chacun 20 questions par jour à qui il faut répondre, vous comprenez au bout d'un moment que vous allez pouvoir répondre vite qu'ils sont plus nombreux. Donc c'est aussi bien de faire des choses simples qui soient explicables, ne serait-ce que pour, à défaut d'avoir une boîte email vide, au moins que son volume diminue. Alors vous allez récupérer en fait un tableau, une matrice qui est la matrice des co-visualisations ou des co-occurrences. Qu'est-ce qu'il y a dans cette matrice? Il y a des produits, une matrice de produits, produit 1, produit 2, jusqu'à produit 100 millions. Et vous allez mesurer à l'intersection, en fait, le nombre de fois où il y a eu des visiteurs qui ont visité les deux produits. Dans mon exemple, par exemple, le produit 3 et le produit 2 ont été vus 25 fois ensemble. Et vous vous dites, bah, c'est super simple, en fait, je vais recommander en fait, les produits qui sont associés. Puis comme ça, j'ai un ordre hyper naturel et je suis content. Merci Mathieu, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que cette matrice, elle est sparse, elle est très vide. Il y a à peu près une cellule de rempli pour 1 million de cellules. C'est que du vide. Donc ça veut dire que quand vous allez appliquer ces techniques-là, en fait, votre premier point du cahier des charges, qui est de faire des recommandations, en fait, c'est vite ce que vous faites. Ah ben, déjà, les gens ne sont pas très contents, ni les clients, ni en interne. Et puis après, vous voulez une certaine cohérence, il y a beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que tous ces acteurs font des deals du jour en permanence. Et donc, c'est par exemple le produit 3. Le produit 3, il va être dans toutes les sessions de co-occurrence et de visualisation parce que c'est un micro-ondes à 50 balles. Tout le monde le voit, etc. Mais qu'est-ce qu'il vient faire avec les Marie-Jane? Ce n'est pas hyper pertinent. Comment on se débrouille pour pour améliorer un peu les choses? Donc là, ça va être mon climax en termes de formule. Préparez-vous. Je vous laisse prendre votre respiration et moi un petit peu comme ça. La première chose, on va se débarrasser du bruit, c'est-à-dire qu'on va venir dans cette matrice de co-visualisation, et c'est la dernière slide, et après, pour le plat de résistance, mais les autres speakers vous feront d'autres formules. Donc, on va venir filtrer en fait cette matrice pour faire une matrice par bloc. On va enlever les co-visualisations qui ne sont pas dans les mêmes catégories. Ça, c'est sympa. On évite d'avoir déjà le micro-ondes qui est associé avec les Marie-Jane. Premier truc. Mais on a toujours peu de recommandations. Comment on fait pour avoir plus de recommandations? On vient en fait densifier tout ça en mettant ces fameuses matrices à la puissance. On va compter le nombre de chemins pour relier des produits entre eux. Donc, c'est finalement, tiens, une utilisation de la puissance de matrice, c'est sympa. Et ça permet de densifier. Mais potentiellement, il y a encore des trous. On aimerait, rappelez-vous, avoir 20 recommandations par produit. Et les trous qu'on a, on peut compléter ici ce que j'ai mis en vert par le filtrage en termes de contenu. On regarde les chaussures qui ressemblent. Et en faisant ça, vous finissez de compléter en fait votre système de recommandation. Vous avez 20 produits sur 100 millions de produits et vous n'avez pas trop de bruit. Mais si on se voit aujourd'hui, ce n'est pas tant pour ça, c'est pour savoir si ça marche. Et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne peux pas trop parler, je suis filmé. Et donc déjà, si vous regardez les startups, j'adore ces startups, ça fait 10 ans que je suis en contact avec elles et j'anime là ce concours avec 700 étudiants. Donc je suis toujours passionné par le sujet. Mais si vous regardez leur valorisation, leur levée, en fait, elles sont quand même d'un ordre de grandeur inférieur à des entreprises qui technologiquement sont assez proches. Pour faire le lien avec les futures présentations, Criteo, qui a fait son IPO en 2013, Taboola ou Outbrain, qui sont dans le monde publicitaire. C'est étonnant parce que pour ceux qui ont suivi depuis ses débuts Criteo, à l'origine, c'était une entreprise de recommandation. Ils étaient sur les sites de e-commerce et ils ont décidé au bout d'un an de faire un pivot grâce à Gilles Samoun, en fait, qui était au board pour adresser le marché de la publicité. Ils ont complètement explosé. Mais la techno de base, c'était une techno de produits de recommandation. C'est étonnant d'avoir une techno aussi forte, même à l'origine,
qui n'a pas forcément trouvé un marché très fort à ce moment-là, mais qui a explosé dans le monde de la publicité. Donc, c'est un premier indice. Et après, c'est mon expérience personnelle. Je vous laisserai après compléter. Sur mon expérience personnelle, en fait, j'étais chez un de ces acteurs, que je ne citerai pas, un gros acteur, et on avait branché le leader américain, c'est-à-dire absolument les champions du monde, d'anciens d'Amazon. Et ils représentaient en last click près de 40% de notre business. C'est dire s'ils étaient importants et c'est dire si la licence annuelle coûtait. Et on m'a dit, tiens, Mathieu, regarde le sujet, etc. Et donc 40% du business, c'est-à-dire sur des chiffres qui sont en milliards, c'est pas mal. C'est 1,5 milliard grâce à ces systèmes de recommandation, notamment les produits similaires. On avait essayé de faire des AB, mais les Américains nous disaient, vous ne savez pas trop faire des AB tests. Mais il se trouvait en fait que dans leur interface, il y avait un bouton où on pouvait appuyer. J'ai appuyé par un soir, en fait, de juillet, c'était l'été, j'étais seul, j'ai appuyé, lancer un AB test. Non pas avec notre mesure, parce qu'on n'était pas capable, soi-disant, de le faire, mais avec la leur. Les 15 jours se sont passés. On est à 38% du business en last click. D'après vous, quel a été le résultat? Alors, monsieur, tu vois ton prénom, c'est Théo. Donne un chiffre. Merci Théo. Ton voisin, Tony. On a 38% du chiffre qu'on voit tous les jours dans nos reportings qui est fait avec ce système. Le chiffre a été négatif. C'est-à-dire que le branchement de cette solution faisait perdre de la valeur en dizaines de millions. Ça a été une espèce de révolution copernicienne. C'était dingue, dingue. Surtout à tout le prix que ça remportait. Comment c'est possible? Moi-même, ça m'a mis dans un état de transe en disant, mais non, quand même. Et en fait, la raison était finalement assez simple. C'est ce que Bergson appelle le mouvement rétrograde du vrai. C'est qu'en fait, il poussait des Mary Jane, les mêmes mais légèrement moins chers, quelques pourcents moins chers. Et quand vous avez des clients qui sont intéressés par le prix, ils viennent en fait cliquer sur ces produits légèrement moins chers qui ressemblent beaucoup aux produits que je suis en train de voir. Et ils finissent par acheter. Ils achètent le même nombre de produits, mais à un prix quelques pourcents moins cher. Et à la fin, il y a une formule, un théorème qui dit que s'il y a le même taux de conversion, mais avec un prix quelques pourcents moins cher, le chiffre d'affaires que vous faites à la fin est quelques pourcents moins cher. C'est la fin du théorème. Donc, ça a été une espèce de... Voilà, c'était l'explication. Et, et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire finalement? Qu'est-ce qui se passe? Et l'explication que j'ai, elle n'est pas que aujourd'hui technique, mais un peu philosophique, et je voulais vous la partager. En fait, en tant qu'être humain, je pense qu'on est partagé, notre cerveau est partagé entre les envies et les besoins et les envies. Les besoins, qu'est-ce que c'est? C'est des choses dont on a besoin un petit peu une fois de temps en temps. C'est des pensées qui arrivent, mais pas à très haute fréquence. Et les envies, c'est des choses qui peuvent être hackées. On peut avoir envie un peu tout le temps, des pensées qui reviennent tout le temps. Si on parle dans le monde de e-commerce, les besoins, c'est on achète un petit peu une fois, de temps en temps. Et les envies, on peut craquer assez souvent et racheter beaucoup de choses. Donc, si l'être humain est partagé entre des besoins et des envies, qu'est-ce que ça dit sur le e-commerce ou sur le commerce en général? Il y a des catégories de besoins et des catégories à envie. Les catégories de besoins, ça va être le micro-ondes, ça va être la machine à laver, que sais-je, la télé. Et sur les envies, on va trouver d'autres choses. Ah, les promotions. Qui d'entre nous n'a pas regardé des fois à 7 h du matin chez VP les promotions? Ou ces petits gadgets qu'on vient nous poster parfois? Ou cette fast fashion où on peut craquer, certains ou certaines d'entre nous? Ou encore les contenus aussi qui se prêtent à ça, sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Et donc, l'interprétation, moi, personnelle que j'en ai, elle est assez simple finalement. C'est que quand vous faites des systèmes de recommandation dans le monde des besoins, quand on pousse des produits dans le monde des besoins, ça a tendance à moins marcher facilement que dans le monde des envies. Une fois que j'ai acheté mon frigo, vous allez pouvoir me repousser à l'envie des frigos, je ne vais pas forcément réacheter. En revanche, les contenus, les petites affaires qu'on peut mettre, des bijoux, etc., là, je peux me laisser tenter. On a raison de me le pousser. Et comme il y avait le mot IA, je ne résiste pas non plus à la tentation de parler d'IA parce que je pense que ça change aujourd'hui un petit peu ce contexte-là.
Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui consomment, sur Amazon, il y a Rufus qui est sorti. C'est un agent conversationnel, euh, en fait, qui vient répondre en fait à vos questions. Vous avez la même chose aussi des startups qui font ça en France, Dialogue notamment. Bon, j'ai adoré le produit, les cofondateurs, j'ai investi dedans, donc je vous invite à regarder, c'est hyper sympa. Et je vous en ai mis un exemple ici. Bah, en fait, vous demandez des éléments d'information sur un produit de beauté. Et en fait, le système vient vous écouter, répondre à vos questions. C'est-à-dire que dans le monde des besoins, ce qui est important dans le besoin, c'est de vous écouter, c'est d'écouter le client, de lui poser les bonnes questions et venir lui répondre. C'est pas forcément directement de lui pousser des produits. Donc, on est en train d'arriver dans un monde où, grâce à la technologie, on peut avoir le meilleur des deux mondes. Dans le monde des envies, venir pousser des produits, c'est les systèmes de recommandation que je vous ai présentés. Et dans le monde des besoins, l'arrivée de l'IA générative de certains chatbots permet de mieux comprendre en fait en détail vos besoins et de venir vous pousser les bonnes recommandations par rapport en fait à la conversation que vous avez eue avec l'IA générative. Pour conclure, ce qu'il faut conclure, mais vous l'avez compris, les systèmes de recommandation classiques dans l'e-commerce, les 6 que je vous ai présentés au début, si vous vous rappelez, quand on est dans le e-commerce, quand on est dans un monde, dans un catalogue qui se prête à l'envie, et dans souvent des catalogues avec beaucoup de produits, c'est super bien, il faut mettre ça. Quand on est en fait dans le monde des besoins, bah, il y a une nouvelle opportunité aujourd'hui à explorer qui sont l'IA générative, les chatbots, parce qu'il faut écouter les gens pour bien répondre à leurs besoins. Voilà un petit peu la conclusion et la combinaison des approches, et j'ai fait un anglicisme que je corrigerai. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne réponds qu'aux questions quand Jean a répondu à mes questions. Non, je plaisante. Je voulais savoir si vous avez une étude chiffrée sur cette comparaison entre besoin et envie. Alors, ce que j'ai en chiffré, c'est les fameux résultats des A/B tests. Après, ce qu'on voit concrètement, c'est que... Alors, je vais faire une réponse détournée. Par exemple, sur un VP, le fait d'augmenter qu'un monde d'envie, d'augmenter ses recommandations, l'ordre, ça va avoir un effet de quelques pourcents. Quand vous faites des recommandations, si vous regardez les Amazon et consorts, vous voyez que les recommandations sont en réalité différentes entre le catalogue des biens techniques, où on va comparer en fait les caractéristiques une à une, et si vous êtes dans les univers de la mode, on va comparer des images entre elles. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous utilisez des solutions de mesure, vous voyez que les gens, des heatmaps, vous voyez que les gens passent beaucoup de temps en fait sur les comparaisons techniques dans les biens techniques et beaucoup de temps sur la forme et le design en fait dans le design et la forme dans les biens comme la fashion. Et pour vous redonner des ordres de grandeur que vous n'avez peut-être pas en tête, il faut vraiment que ça reste entre nous, hein. C'est les prix barrés. Est-ce que vous voyez ce que c'est les prix barrés? Alors, et c'est évidemment vrai parce que c'est très suivi par la loi. Le prix barré, c'est un autre théorème qui est très compliqué à comprendre, donc je vais vous demander encore une fois votre attention. Vous avez d'un côté un prix à 90 € les Mary-Jane. Vous avez la même Mary-Jane à ma droite. 90 €, mais avec un prix barré à 120 €. Et c'est la même Mary-Jane et c'est le même prix. Quel impact ça va avoir sur vos ventes? Tu as le droit de me dire, je ne sais pas. Non, je dirais un impact très positif. C'est un impact à plus de 2 chiffres. C'est dingue. C'est-à-dire que si je vous interroge ou j'interroge n'importe qui, on va dire ah ça ne marche pas, mais comme on a les A/B tests, on sait que c'est hyper important. Donc vous êtes dans un monde où vous comparez le théorème du prix barré par rapport à des choses plus sophistiquées. Donc des fois ça vous laisse, ça peut être surprenant, mais on travaille à tout ça et les réponses s'améliorent. D'autres questions? Oui. Merci pour la presse. Du coup, moi, ma question concerne toujours les A/B tests parce que c'est un peu le champ de bataille. Aujourd'hui, on fait des A/B
tests, très bien, mais on commence à aller vers des approches plus causales pour essayer de comprendre cause à effet, des algos, etc. Par contre, d'après votre expérience à vous, euh, le problème concernant la saisonnalité avec les A/B tests, comment il peut être résolu? Parce qu'aujourd'hui, on a déployé un algo, on a fait toutes les analyses possibles. Donc, moi, je travaille aussi avec les moteurs de recommandation. On arrive en janvier, il y a les soldes, etc. C'est très bien, les algos fonctionnent. On arrive en mars, l'algo, il ne fonctionne plus parce qu'il est plus adapté, parce que l'A/B test il nous a dit que l'algo B, il est meilleur, il performe mieux que l'algo A. Sauf que quand c'est plus à la saison, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est une question ouverte aussi, hein, donc, bien évidemment. Mais d'après votre expertise à vous, est-ce que vous avez taclé ce type de problématique dans le passé ou... Voilà. Merci. Dans ma pratique et l'écosystème que je connais, c'est quelque chose qui a été très peu regardé. C'est-à-dire que déjà, c'est quand je branche à un moment donné, est-ce que ça apporte de la valeur? Et rien que cette réponse-là, elle n'est pas toujours si évidente. Donc déjà, quand là, ça ne marche pas instantanément, on se pose la question de l'utilité de continuer. Donc là, et c'est un coût de faire des A/B tests aussi. Voilà, c'est toute une batterie de tests qui est mise en route, qui mobilise plein d'équipes. Voilà, ma connaissance, ils sont relancés à peu près une fois par an. Et après, en pilotage, on va suivre des métriques classiques, mais c'est au mieux une fois par an, notamment pour toujours être sûr que la licence est au bon prix. Ok, merci. D'autres questions? Moi, j'avais une question concernant plutôt le marketing. Donc, il me semble que vous avez travaillé là-dedans. Et justement, vous avez justement parlé du fait que un chiffre barré peut augmenter le taux de vente. Et donc, un peu l'idée qui était derrière, ce serait est-ce qu'il existe des algorithmes de recommandation sur la disposition de la page et sur la présentation d'un produit? Et si oui, comment ça se met en place et comment ça peut s'entraîner, comment ça peut exister? Ouais. Alors sur la première question, ça rentre pour ceux qui connaissent dans toute une discipline académique qui s'appelle le Behavioral Economics. Il y a un livre de vulgarisation que je vous invite à lire si vous avez l'occasion, qui est, je crois, Irrationally Predictable, de Dan Ariely, qui explique qu'en fait, on ne juge pas dans l'absolu, mais on compare. Donc, il cite dans son premier chapitre des exemples de la machine à pain qui n'a jamais été vendue. Et donc, les gens vont voir, en fait, les créateurs de la machine à pain, une boîte de marketing qui leur dit, vous allez construire une deuxième machine à pain. Votre première est à 200 $, mais construisez une machine à 600 $, plus grosse, avec des boutons en plus. Mais vous êtes des grands malades. On ne vend pas la première, vous voulez nous faire construire une deuxième machine à 600 $. Bon, ils sont désespérés, ils le font. La machine à 600 $ ne se vend jamais. Mais la première explose parce que on donne un élément de comparaison, en fait. C'est ça. Et j'ai compris pourquoi un ami à moi qui me ressemblait mais plus beau, à un moment donné, m'amenait systématiquement en soirée. C'est une autre histoire pour une prochaine rencontre. Pour une prochaine... Je ferme la parenthèse. Concernant les sites de e-commerce, on peut sur d'autres systèmes, les moteurs de recherche, faire en fait des espèces de menus pour montrer des premiers prix, un second prix et un troisième prix. Donc il y a une façon en fait d'orienter, en fait de présenter les produits pour créer en fait plus de valeur, plus de ventes en ayant un premier prix, un second prix et un troisième prix. La façon en fait dont on présente les produits amène de l'incrément. Donc, c'est des sujets autour du merchandising. Donc, la réponse est oui, c'est ce type de tests qui sont faits, de mise en disposition des produits. Comme il y a dans les restaurants, souvent, quand vous regardez la carte des restaurants, en fait, il y a un premier prix pour vous faire arriver au second prix, sur lequel vous n'iriez pas sinon. Je vous sens subjugué ou dubitatif, ou les deux, aucun des deux. En attente du plat de résistance que je vous ai promis, il arrive fort, et je passe la parole, le micro. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, je m'appelle Martin, je travaille chez Criteo et donc en particulier dans l'équipe de recommandation. Et comme vous allez le voir, on fait face donc à des problèmes assez conséquents de volume et de latence.
et on va vous expliquer comment on les résout. Alors, je vais prendre un tout petit peu de temps au début pour vous expliquer ce qu'est cette tâche de recommandation chez Criteo, ce qu'elle signifie, ce qu'on résout. Ensuite, je vais vous introduire ce qu'on peut appeler un système de recommandation à plusieurs niveaux, qui est vraiment le standard de l'industrie quand il faut faire face à ce genre de contraintes de latence et de volume. Et enfin, je vais vous présenter une architecture de réseau de neurones, donc le Two-Tower Neural Network, qui est particulièrement adapté pour cette architecture multiniveau. Donc d'abord, quel est le problème qu'on résout? Qu'est-ce que la recommandation chez Criteo? Et avant même de parler de ça, qu'est-ce que Criteo? Donc Criteo, c'est une adtech, c'est une entreprise qui affiche des publicités sur Internet et qui donc va acheter sur des sites dits publishers, donc par exemple ici Doodle, où on peut créer un sondage, ça peut être aussi Le Monde ou l'équipe.fr, va acheter des emplacements publicitaires et va les utiliser pour afficher des publicités, ici des super frigidaires, pour le compte de Darty. Et on va facturer les clics ou les ventes qu'on génère à Darty par la suite, si jamais on arrive à en générer. Donc on voit que vraiment la performance des algorithmes est cruciale, parce que si en achetant les mêmes emplacements publicitaires, on arrive à générer plus de clics ou plus de ventes, ça va bien se passer pour Criteo. Et donc, première idée du volume, ce genre de bannière, on en affiche 4 milliards par jour. Et là-dedans, que fait la recommandation? Alors, je pense que la recommandation, c'est ce qui est le plus visible. Souvent, quand on parle de Criteo, les gens se disent « Ah oui, c'est l'élément crucial », mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui intervient dans une pipeline assez complexe. Parce que ce que je vous ai caché, c'est qu'il se passe beaucoup de choses entre le moment où l'utilisateur arrive sur doodle.fr et le moment où on affiche la publicité. Il y a ce qu'on appelle du real-time bidding, c'est-à-dire toute une série d'entreprises, des ad tech comme Criteo, qui vont se battre pour essayer d'afficher cette publicité. Et donc, il va y avoir un système d'enchères. Chacune va donner une mise et va avoir le droit de montrer la publicité s'il fait la plus grande mise. Et donc, comment Criteo fait pour participer à cette enchère? Il y a 5 étapes principales. La première, c'est l'éligibilité. Donc, c'est la question de savoir, parmi tous les milliers de campagnes que j'ai, par exemple, en France, quelle est celle que je vais choisir, quelles sont celles que je peux choisir pour cet utilisateur à cet endroit-là. Darty n'est pas intéressé pour montrer des publicités à quelqu'un qui regarde, je ne sais pas, des cosmétiques. Ils ont pu configurer leur campagne ainsi. Ensuite vient l'arbitrage. L'idée va être de savoir, parmi ces campagnes, laquelle je vais choisir. Déjà, juste en interne, comment on avance. Il y a une étape qu'on appelle le bidding, dans laquelle on va décider combien on est prêt à payer pour cet emplacement. Et là, on va même devoir prendre en compte la compétition, afin, si on se rend compte qu'on est le seul intéressé par cet emplacement, de ne pas miser trop fort. Il y a ensuite une étape assez intéressante de creative. Donc là, c'est justement en ce moment, on va essayer, ça rejoint ta question tout à l'heure, on va essayer de savoir quelle est la disposition la plus adaptée. Est-ce qu'il faut afficher 1, 2, 5 produits? Est-ce qu'il faut avoir un gros bouton promo en haut à droite, des prix barrés peut-être? Et ça va être choisi à cette étape-là. Et donc moi, ce dont je vous parle, c'est la dernière étape, c'est la recommandation. On a choisi, on va gagner l'enchère, on a choisi à quoi la publicité va ressembler, et il faut choisir quel produit on va afficher. Et pour ça, il ne nous reste que 15 millisecondes. Donc, comment on s'organise chez Criteo pour faire face à ce problème? Il y a 3 équipes principalement qui sont impliquées. Il y a une équipe qui s'appelle Reco Platform, qui elle va gérer le service, donc le service online, celui qui reçoit les requêtes et y répond. Ils vont aussi mettre en place tout ce qui va être logique business, c'est-à-dire s'il faut écouler des produits dont on a de forts stocks pour nos clients, ça n'a pas grand-chose à voir avec le machine learning, ça va être géré ici. Et ils sont même très sympas parce qu'ils nous préparent nos vecteurs de features qu'on va pouvoir envoyer dans nos modèles derrière. Et à l'autre bout du spectre, il y a Recommendation Research. Alors eux, on ne leur donne pas les boutons de la production, mais on les écoute consciencieusement parce que eux sont vraiment au fait de l'état de l'art. Ils vont publier des papiers, par exemple, en faisant des liens entre la recommandation et le NLP, ces tendances. Et on va beaucoup discuter avec eux pour nous permettre de suivre plus facilement l'état de l'art. Et donc, au milieu, il y a l'équipe dans laquelle je suis, qui s'appelle Recomodels.
et qui est focalisé sur les modèles de machine learning qui vont servir la recommandation. Donc, on fait de l'expérimentation, on les construit, on les met en production, on se débrouille pour qu'ils puissent se faire réentraîner tous les jours, on les monitore, etc. Voilà, donc voilà le contexte dans lequel on évolue. Maintenant, je vais vous parler, je vais rentrer un peu plus dans le dur, et vous parler de ce système de recommandation à plusieurs niveaux. Donc voilà, qui est utilisé vraiment. Là, j'ai mis quelques logos que vous reconnaîtrez. Donc, on a vraiment des GAFAM, on a Uber et on a bien sûr Criteo. Tous ces acteurs ont publié, que ce soit des papiers ou des blog posts, où ils expliquent effectivement utiliser un système de ce genre. Et vraiment, ce système, il va chercher à répondre à un problème qui est, voilà, je suis face à une multitude d'objets. Comment je vais faire pour choisir les meilleurs, mais tout en sachant que vraiment, je n'ai que quelques millisecondes. Alors, très grossièrement, ce système, il a cette forme d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va avoir un utilisateur, une page sur laquelle on va pouvoir afficher notre publicité. Et on va partir du catalogue de notre annonceur, qui peut, donc tout le monde n'a pas 10 millions de produits dans son catalogue, mais certains clients de Criteo ont 10 millions ou des dizaines même de millions de produits dans leur catalogue. Et il va y avoir une première étape qui va consister à vraiment dégrossir ce catalogue pour trouver les centaines de candidats qui sont intéressants de regarder de plus près. Ensuite, il y a une deuxième étape où on va filtrer ces candidats pour arriver seulement à quelques dizaines. Ensuite, cette dizaine-là, on va prendre le temps de bien les ordonner. Et à la fin, on va sélectionner parmi les meilleurs produits ceux qu'on va mettre dans la bannière. Et à la fin, l'utilisateur peut voir la publicité. Donc, on va revenir un peu sur chaque étape. Et en premier, donc celle qu'on appelle retrieval. Donc, on va vraiment passer de ces millions de produits à quelques centaines. Et donc, le point de départ, c'est qu'on fait face à cette immensité, ce catalogue de cet advertiser. Et on veut trouver au sein de ce catalogue quels sont les produits les plus intéressants pour cet utilisateur à ce moment-là. On va fonctionner, pour répondre à cette question, avec un système de sources. Qu'est-ce que c'est qu'une source? En fait, une source, c'est quelque chose qui va aller regarder un espace précis du catalogue. Et elles peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Il peut y avoir les sources la source historique, c'est la plus naïve. C'est, voilà, cet utilisateur a déjà vu ce frigidaire, je vais peut-être lui recommander. En tout cas, ça vaut le coup de le regarder. Il y a les best-of aussi. Voici les produits les plus vendus chez La Redoute, les plus vus chez La Redoute. Ça va être intéressant pardon, mon exemple, c'était Darty. Mais ça va être intéressant de les considérer aussi. Donc ça, ce sont des sources, des heuristiques assez naïves, néanmoins très performantes. Hein. S'il fallait en enlever une des deux, on serait mal. Viennent ensuite des choses un peu intermédiaires, par exemple des catégories best-of. Donc, quels sont parmi les frigidaires ceux qui sont les plus vendus? C'est sûrement intéressant de les regarder. Et peu à peu, on va vers des sources un peu plus complexes, par exemple les produits similaires donc à ceux que l'utilisateur a vus, les produits complémentaires à ceux que l'utilisateur a achetés ou mis dans son panier, comme l'a présenté Mathieu. Et dans le cas de Criteo, par exemple, des produits liés au contexte de la page. Si quelqu'un est en train de regarder un article sur la retraite de Roger Federer, on va lui proposer des chaussures de tennis. Et donc, ces sources nous permettent de générer nos candidats, parce que voilà, elles vont nous donner plein de petites poches de notre catalogue d'advertisers qu'il est intéressant d'aller regarder pour la suite. Et donc, pour vous donner envie d'écouter jusqu'à la fin, les sources les plus avancées, justement, reposent sur cette architecture de Two-Tower Neural Network. Ensuite vient une deuxième étape, celle du pré-filtering. Donc là, on n'a plus quelques centaines de candidats, on veut passer à quelques dizaines. Là, on va essayer d'utiliser quelque chose qui n'est pas trop coûteux. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez, on fait 4 milliards de publicités par jour. Là, on a quelques centaines de candidats à évaluer. Donc, 4 milliards fois quelques centaines, ça fait déjà vraiment, vraiment beaucoup de prédictions à faire chaque jour. Donc, on va vouloir quelque chose qui ne coûte pas cher, à la fois d'un point de vue de l'algorithme, donc une régression logistique ou un gradient boosting avec pas trop d'arbres, et à la fois au niveau des features qui vont être utilisées.
Et donc, typiquement, en fait, ce qu'on veut, c'est que ce modèle il soit capable de comparer des sources entre elles, de savoir si c'est mieux d'avoir un produit best-of qui avait 7000 vues la semaine dernière. Est-ce que ça, c'est mieux qu'un produit similarité avec un score de 2,1 pour ce que ça veut dire? Et est-ce que ça, c'est mieux qu'un produit historique vu il y a 1 heure? Bon, bien sûr, il prend d'autres features, mais plus ou moins, ce qu'on espère qu'il arrive à apprendre, ça va être ça. Et à partir de là, on a enfin un ensemble de candidats filtrés qui compte quelques dizaines de produits sur lesquels on va pouvoir sortir l'artillerie lourde. Et donc l'artillerie lourde, on la sort donc dans la 3e étape, l'étape où on va essayer d'ordonner ces produits. Et là, on va prendre chacun de nos produits, on va regarder vraiment toutes leurs features. Pareil, on va regarder notre utilisateur, on va regarder tout ce qu'on sait sur lui, et on va utiliser une architecture dite de cross-encoder, c'est-à-dire que vraiment, on va tout combiner pour essayer de voir quels sont les chemins remarquables, les patterns, qui vont nous permettre de faire les meilleures prédictions. Et là, on va pouvoir utiliser des réseaux de neurones ou des gradient boosting, ou les deux d'ailleurs, ça peut bien se combiner. Et à la suite de ça, on a récupéré les candidats avec les scores le plus élevés. Pardon, les candidats dans l'ordre avec chacun leur score. On pourrait croire qu'on pourrait s'arrêter là, mais ce serait rater une étape. L'étape où on va sélectionner à partir de ces scores-là les produits qu'on va mettre dans la bannière. On pourrait se dire, bon, j'ai 4 emplacements, je vais mettre les 4 produits qui ont le meilleur score. Mais ça va avoir 2 problèmes principaux. Le premier, c'est le fait qu'on ne va pas assez explorer. Peut-être qu'un produit similaire avec un score de 0,4 ne va jamais être affiché et on ne va jamais apprendre qu'en fait, ce n'était pas si mal. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est que ces scores, finalement, ce ne sont jamais qu'un proxy. C'est ce que notre modèle offline a, par exemple, en essayant de prédire la probabilité de clic, la probabilité de vente, mais ce n'est pas notre but final. Notre but final, c'est que quand on fait tourner un A/B test, on va observer une amélioration du nombre total de ventes. Et l'effet qu'on va mesurer, c'est vraiment une séquence de bannières contenant plusieurs produits. Là, j'ai scoré mes produits un à un. Une séquence, et on va regarder ça sur une séquence. C'est-à-dire que je ne vais pas afficher une seule publicité. Il y a des utilisateurs auxquels je vais en montrer 1, 2, 5, 10, peut-être trop pour vous, mais probablement beaucoup. Et donc, vient cette étape dite de sampling, où là, on va sélectionner avec un peu d'aléatoire quels sont les produits qu'on va réellement mettre dans la bannière. Et cet aléatoire n'est pas non plus complètement innocent. Évidemment, on va regarder ceux qui ont le score le plus élevé. Ceux qui ont le score le plus élevé ont plus de chances de finir dans la bannière. Mais grâce à ça, on va amener un peu d'exploration, un peu de diversité, et voire même, si on sait le veto, on peut essayer de faire du policy learning pour mieux s'aligner avec le vrai but final qu'on cherche à optimiser. Maintenant, et dans la dernière partie de cette présentation, donc on va creuser cet aspect two-tower neural network. Donc c'est un peu magique, mais c'est vraiment une architecture qui passe très très bien à l'échelle. Donc si vous vous souvenez, le retrieval, c'est là où on veut passer de millions de produits à quelques centaines. Si on les rate ici, c'est fichu. Et cette architecture nous permet d'avoir une très bonne solution. Avant de vous la présenter, je voudrais vous faire prendre conscience de ce qu'on aimerait faire dans l'idéal. Dans l'idéal, on aimerait avoir mon utilisateur, la page, et prendre tous les produits du catalogue, des millions, et tous leur donner un score et prendre le top K pour remplir ma bannière ou les envoyer à l'étape suivante. Bon, si vous doutez que si je vous ai dit que pour quelques centaines, on ne pouvait pas utiliser un algorithme compliqué, pour plusieurs millions, 4 milliards de fois par jour, ça va être impossible. Mais c'est ça la beauté, avec la two-tower neural network, on va pouvoir faire quelque chose qui, avec quelques approximations, va être très très proche de ça. Et ça, avant de vous présenter l'architecture, je vais vous présenter l'algorithme en fait, auquel elle répond. Et c'est un algorithme qui est utilisé au moment de l'inférence, c'est-à-dire au moment où vraiment on va faire la prédiction, qui va utiliser la sortie de notre réseau de neurones. Et donc cet algorithme, qui s'appelle Approximate Nearest Neighbor Search, donc ANN, fonctionne tel que je vais vous le présenter. Donc ça commence en amont
avec une étape de pré-processing. On va prendre tous les produits de notre catalogue, donc les millions, et les représenter avec des embeddings, avec des vecteurs de dimension D. Donc, ces vecteurs, ils peuvent être appris par le modèle, par exemple, ou ils peuvent venir d'embedding de contenu. Bref, il y a plein de méthodes différentes. Et derrière, on va créer ce qu'on appelle un index qui va contenir tous ces produits. Donc, c'est ce qui est représenté schématiquement sur la gauche. Donc, chaque produit est un point dans cet espace, ici en 2 dimensions. Et l'index, c'est tous ces traits qui vont permettre après d'envoyer des requêtes facilement pour retrouver certains produits. C'est un peu comme dans une base de données. D'ailleurs, ce que je vous présente là, c'est ce qui tourne derrière ce qui aujourd'hui est un peu à la mode, s'appelle des vector databases, des bases de données vectorielles. Elles reposent sur cet algorithme. Ensuite, au moment où on va entraîner notre réseau de neurones, on va être contraint, et c'est ce qu'on va voir après, de représenter l'utilisateur avec un vecteur de dimension D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre l'utilisateur dans le même espace que les produits. Ensuite, et c'est encore une contrainte, on va devoir scorer, on va devoir donner un score à l'affinité entre le produit et l'utilisateur sous une forme assez particulière, qui sera une distance entre le produit et l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet utilisateur, sa plus forte affinité, c'est avec les produits qui sont le plus proches de lui. Et de manière plus ou moins équivalente, et c'est ce que je vais utiliser par la suite, on peut le faire avec un produit scalaire également. Et enfin, pourquoi on a fait tout ça? On a fait tout ça parce qu'à l'inférence, on aura simplement besoin de représenter l'utilisateur avec un vecteur de dimension D. Et grâce à ça, on pourra de manière efficace envoyer une requête à notre index et retrouver les produits les plus proches, de manière approximée, mais une approximation assez bonne, et surtout pour de la recommandation, pour trouver les produits similaires, s'il m'en manque un dans le top 10, ce n'est pas forcément très très grave. Et je vous ai dit que c'était fait de manière efficace. C'est fait de manière très très efficace parce que la complexité est en log du nombre de produits. Donc vous comprenez que si on arrive à le faire tourner pour quelques milliers, ça ne sera pas tellement plus coûteux de le faire tourner pour quelques millions, voire quelques milliards. J'ai vu un papier récemment de Bing où ils disent faire tourner ça sur des bases de données d'URL avec 100 milliards d'URL. Bon, je croyais qu'on était à une bonne échelle, mais non, il y a toujours beaucoup plus gros. Et donc, brièvement, sur quoi repose cet algorithme un peu magique? Il repose sur ce qu'on appelle des navigable small words, dans un premier temps. Un navigable small word, c'est vraiment cette idée que probablement n'importe qui dans cette salle connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît Barack Obama. Là, c'est pareil. En fait, on va créer un graphe entre nos produits, de manière à ce que pour n'importe quel vecteur de requête, donc ici Barack Obama, et en partant de n'importe qui dans la salle, n'importe quel produit, on va pouvoir trouver un voisin dans le graphe qui est plus proche de Barack Obama, et en continuant cette navigation, on va tomber sur le plus proche voisin ou quelque chose qui s'en rapproche. Et donc l'idée, c'est de combiner ça avec une partie hiérarchique. Donc voilà, on arrive enfin à notre HNSW, Hierarchical Navigable Small World, et dans lequel on a plusieurs niveaux. Chaque niveau est un Navigable Small World, et avec de plus en plus de produits. Et l'idée, ça va être de trouver le plus proche voisin dans le premier niveau. Derrière, on va recommencer la recherche au niveau suivant en partant du plus proche voisin du niveau du dessus, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, et ainsi de suite. Et grâce à ça, sachant que chaque niveau va avoir k fois plus de produits, à nouveau, c'est un théorème très très compliqué, vous êtes gâtés ce soir, et avec n niveaux, on est capable d'indexer P égale donc k puissance n produits, et c'est là d'où vient notre complexité en log de P. Il nous suffit de n niveaux, il nous suffit de log P niveaux, pour indexer P produits. Et donc, comme promis, on va enfin découvrir ce que c'est que cette two-tower architecture. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer un réseau de neurones qui soit compatible avec cette méthode de recherche. Et du coup, ça prend cette forme-là, ça prend vraiment l'idée des 2 tours, c'est qu'on va avoir toute une partie du réseau qui va essayer, à partir des features du produit, de trouver un embedding du produit.
On a une deuxième partie du réseau qui va faire la même chose pour l'utilisateur. Et les deux parties du réseau ne communiquent pas jusqu'à la toute fin où on va évaluer l'affinité, notre score va être le produit scalaire. Et donc, du coup, en combinant ça avec ce dont on a parlé avant, on est capable de trouver les produits qui vont avoir le score le plus élevé au sens de ce réseau parmi tous les produits du catalogue en log de pétant. Donc, ça fait effectivement une très bonne source. Et pour aller un petit peu plus dans les détails de ce que ça apporte, il y a plusieurs avantages. Il y a le fait qu'on va pouvoir calculer toute cette partie-là en amont. On le fait au moment de l'entraînement du modèle et après, on va pouvoir stocker tous ces embeddings produits. On va pouvoir créer l'index une fois et le réutiliser jusqu'à ce qu'on réentraîne le modèle. Ensuite, on va avoir juste besoin de faire tourner cette partie-là du modèle en amont, en ligne. Ce qui fait que si on a de fortes contraintes de latence, c'est cette partie-là qui devrait être pas trop grosse, mais celle-là, on fait un peu ce qu'on veut. Et la dernière chose à savoir, c'est que, là, c'est représenté comme ça parce que c'était joli, mais en fait, il peut avoir un peu une backdoor qui est que certaines features de l'utilisateur, ça peut être des embeddings de produits. Par exemple, si l'utilisateur il a vu des produits dans le passé, je peux dire, j'ai un utilisateur, je vais chercher à calculer son utilisateur embedding, et je vais utiliser des embeddings des produits qu'il a vus. Et enfin, et c'est la dernière slide sur ce sujet, comment est-ce qu'on entraîne ce modèle? À nouveau, il y a aussi une subtilité, c'est que ce qui nous intéresse vraiment chez Criteo, c'est de réussir à trouver les produits qui vont amener le plus de clics, le plus de ventes. Et donc, on peut se dire, on va s'entraîner sur des logs qui sont générés par comment les utilisateurs réagissent à nos publicités. Donc là, par exemple, j'avais affiché 4 produits. Il y en a un qui a été cliqué. Je vais dire, celui-là, c'est le produit positif. Ces 3-là sont les produits négatifs. Et je vais avoir un utilisateur qui avait certaines caractéristiques. Et je vais essayer de me débrouiller pour que mon modèle apprenne à représenter cet utilisateur le plus proche possible du produit cliqué et le plus loin possible des produits non cliqués. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on veut faire, mais ça a un problème qui est que on manque de données. Même en affichant 4 milliards de pubs par jour, en fait, on ne va pas avoir assez de clics. On en a quand même pas mal, mais pas assez pour entraîner notre modèle, en particulier au regard du nombre de produits pour lesquels on va chercher à calculer des embeddings. Et du coup, se restreindre à cette tâche-là, ce serait passer à côté d'un énorme gisement de données, en fait, qui est le gisement dont Mathieu a parlé, qui sert pour la partie collaborative filtering, qui est vraiment toutes les interactions qu'on observe sur le site de Darty, sur le site des différents annonceurs, des utilisateurs, sans même qu'on leur fasse de publicité. Et là, on a vraiment beaucoup plus de données. À l'échelle de tout Criteo, si on regarde nos données d'entraînement, ça va se compter en trillions au lieu de milliards de clics. Et au total, vu qu'on a 20 milliards de produits, on a plutôt besoin de trillions que de billions, enfin que de milliards. Et donc là, on peut soit, et on l'a fait pendant longtemps, utiliser des approches type factorisation de matrices avec des matrices de co-occurrence, c'est exactement ce qu'a présenté Mathieu. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la timeline de l'utilisateur. Donc, c'est une approche brutale, en fait. Moi, j'aimais bien l'algèbre linéaire, mais ça marche moins bien que les réseaux de neurones, en tout cas dans notre cas. Et on prend la timeline de l'utilisateur, on la coupe en deux. Il y a une partie qui va nous permettre, qui est input, qui va nous servir à reconstruire l'état de l'utilisateur. Donc là, les seules features qu'on a sur l'utilisateur, ce sont les produits qu'il a vus. Il y a une partie cible qui est le produit qu'on va essayer de prédire. Et un peu comme ici, on va essayer d'entraîner le modèle pour qu'il soit le plus proche possible du produit qu'il va visiter ensuite et le plus loin possible du produit négatif. Et donc, en fait, ce qui se passe, je n'avais pas forcément le temps d'entrer dans les détails, mais c'est qu'on va apprendre la géométrie de l'espace avec cette tâche organique et qu'on va adapter du preference alignment, si on veut utiliser des mots un peu à la mode, avec cette étape sur la loss des réactions des utilisateurs. Voilà, donc pour conclure, je vais simplement redire ce que j'ai dit de manière plus condensée. La recommandation à Criteo, donc on a des contraintes assez fortes avec 4 milliards de publicités par jour.
15 millisecondes seulement pour la recommandation et des dizaines de millions de produits à scorer pour chaque requête. L'approche la plus commune pour faire face à ce genre de problème, c'est une approche à multiniveau avec une étape de retrieval, quelques millions à quelques centaines, pré-filtering quelques centaines à quelques dizaines, et enfin, on va vraiment construire la bannière. Et l'architecture la plus prometteuse pour bien effectuer cette première étape de retrieval, c'est l'algorithme du two-tower qui se base sur cet algorithme de recherche des plus proches voisins qui est très efficace, qui est l'algorithme qui est derrière les vecteurs database, qui est compatible avec l'architecture two-tower et bien sûr que vous devez entraîner à la fois sur le signal des réactions des utilisateurs et le signal organique de manière à tirer parti de tout. Oui. Petite question peut-être sur l'entraînement du réseau. Vous remettez à jour les poids tous les jours, toutes les semaines. Est-ce que vous faites toujours les deux méthodes ou vous privilégiez que celle de gauche là, que tu as montré? Donc ce réseau-là, c'est ça? Enfin, quand tu montes les deux loss, du coup, Ah oui, ok. c'est toujours une moyenne pondérée des deux loss ou est-ce que du coup, enfin, online, du coup, vous faites que la feedback loss et plus rarement vous faites l'organique, je sais pas trop. Ouais. Alors pour le réentraînement, on peut se permettre de réentraîner sur tout à chaque fois. Et on le fait tous les jours. Donc, et honnêtement, c'est parce qu'on peut se le permettre, parce que sinon, il y aurait d'autres moyens de faire. On n'aurait pas forcément besoin de tout refaire. Néanmoins, chez Criteo, on a un problème assez complexe, qui est que on a des clients qui, parfois, du jour au lendemain, changent 50% de leur catalogue. Et bah là, si le modèle est en retard, ça va se voir. Du coup, voilà, c'est pour ça. On s'est pas trop embêté. Et du coup, on l'entraîne sur les deux losses à chaque fois, effectivement, avec des moyennes pondérées. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais parler du Hierarchical Small World. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur de la dimension D utilisée? Et est-ce que pour les couches, c'est intéressant d'avoir pile le bon nombre de couches ou est-ce que rajouter plus de couches améliore un peu la précision de l'algorithme sans trop coûter? Alors, donc pour l'ordre de grandeur, la dimension D, ça va vraiment dépendre. En fait, c'est pas tant à ce niveau-là qu'on va en souffrir, parce qu'ici, on peut utiliser des algorithmes de quantisation. Alors, je suis resté sur la version un peu haut niveau, entre autres parce que la version bas niveau, je la maîtrise pas bien. Il y a une librairie qui le fait très bien. Mais voilà, au moment de la prédiction, on peut, même si on a des algorithmes de dimension 4000, s'en sortir. Et du coup, ça va plutôt être au moment de l'entraînement, on va chercher à avoir des tailles d'embedding qui vont pas faire exploser la RAM de notre modèle. Et oui, en fonction de est-ce qu'on va chercher pile, est-ce que c'est aussi beau que la théorie le propose? En réalité, pas vraiment. À nouveau, hein, c'est pas des choses que j'ai creusées dans le fond du fond du fond. Mais l'algorithme donc ça c'est l'algorithme HNSW, c'est celui qu'on comprend le mieux. Il y a un autre algorithme qui s'appelle IVF qui fait justement cette quantisation qui consiste à d'abord clusteriser tout l'espace et enfin bref, je préfère ne pas me lancer dedans tellement je vais mal réussir à l'expliquer. Mais qui fait pas exactement du coup ce log-p produit, mais qui est brutalement efficace, donc on utilise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai deux questions. On a un ordre de grandeur de durée de 15 millisecondes. Est-ce qu'on a un range de coût dans lequel il faut aussi rentrer pour ce type de calcul? Deuxième question qui est plus sur les embeddings en eux-mêmes. Quel type de modèle d'embedding vous utilisez? Et sur les input users, c'est quoi la donnée que vous cherchez à vectoriser? Ok. Alors, sur l'histoire des coûts, chez Criteo, on est chanceux. On a la majorité, enfin, même tous nos calculs tournent sur nos propres machines. En fait, on a notre propre cluster. Donc, voilà, s'il y a un truc, un bulletin qui nous dit combien ça coûte ce qu'on consomme, mais en fait, les machines sont là, donc le but, c'est de les utiliser aussi.
Et dans toute la pipeline dont je vous ai parlé avant, l'étape de bidding a vraiment beaucoup plus de travail que l'étape de recommandation. Donc, côté recommandation, de manière générale, on nous laisse tranquille parce que de toutes les façons, on coûte beaucoup moins cher que ces énervés du bidding. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose auquel on fait particulièrement attention. De manière générale, tant que les latences passent, c'est bon. Et à propos, ah oui, quelles sont les features qu'on va mettre pour notre utilisateur? Pour répondre très brièvement, vraiment le plus important, c'est les produits qu'il a vus, de très très loin. Après, il y a dans quel ordre, à quel moment, mais à peu près tout se reconstruit à partir de ça. Ah, et quel modèle d'embedding? Donc, on utilise à la fois des embeddings de contenu. Je sais, enfin, ouais, en vrai, ça se rapproche de Clip, sauf que c'est fine-tuné en interne, etc., sur nos produits. Après, et c'est vrai que c'est mal représenté dans ce diagramme, sinon ça faisait trop, mais il y a une grosse partie des embeddings aussi qu'on apprend de zéro. Simplement, on laisse des paramètres libres au modèle pour apprendre ce qu'il veut sur les produits. J'ai une question concernant le training. Quand on parlait de dataset, il y a trillions de data. Je ne sais pas s'il y a la difficulté particulière liée à la taille de dataset pendant le training. Alors, en effet, c'est pas simple. Enfin, ça peut poser des problèmes. Ça a posé des problèmes. En fait, on a réduit notre nombre de données utilisées en passant. Avant, on avait une factorisation de matrices et où là, on regardait vraiment ce trillion d'interactions. On faisait des matrices de concurrence, on le factorisait et on s'en sortait. Effectivement, à partir du moment où on passe sur des réseaux de neurones, on a des méthodes pour se dire peut-être que ces interactions-là, elles sont moins importantes, on ne les regarde pas. Et donc, on va en filtrer pour essayer de garder vraiment les plus importantes. Donc, effectivement, pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'on regarde parce que sinon, nos entraînements peuvent durer 6 jours. Et comme notre modèle, c'est intéressant qu'il soit entraîné tous les jours, c'est un peu dommage. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question sur la phase d'enchère. Donc, je ne savais pas du tout que cette phase existait. Et donc, si je comprends bien, donc, ça consiste à parier sur la confiance qu'on a dans la capacité du modèle à faire des recommandations donc, utiles pour cet utilisateur sur cette page. Donc, voilà, si je comprends bien, donc, plus on a confiance dans la capacité du modèle, plus on va parier une grosse somme. Donc, j'ai une question un peu naïve. Est-ce que ça a du sens de conditionner cette phase d'enchère au niveau d'incertitude que le modèle peut avoir sur la probabilité que le client a de cliquer sur l'item? Et est-ce que c'est fait en pratique? Alors, la phase d'enchère, en vrai, elle est un peu plus secrète que la phase de recommandation. Donc, et puis c'est pas moi qui gère, donc je vais pas oser répondre. Mais en tout cas, effectivement, il y a ce côté-là où on ne sait pas à quoi ressemble la recommandation au moment où on fait la phase d'enchère. Et donc, c'est effectivement appris par une boucle de rétroaction. C'est parce qu'il sait qu'il peut, que de manière générale, dans ce genre de configuration, la recommandation emmène des produits qui vont avoir tel taux de clic en moyenne qu'il peut choisir sa mise. Au niveau de l'incertitude, je peux répondre en tout cas pas directement. Enfin, il n'y a pas une modélisation spécifique pour ça. Ou alors je ne suis pas au courant, c'est possible aussi. 2 dernières et puis après. Merci, c'était vraiment intéressant, mais moi j'aimerais bien revenir à un point assez particulier concernant les ANN Search, donc toute cette partie d'approximation des recherches. En fait, j'utilise aussi ce type de méthodologie dans les algos que je travaille. Par contre, je ne comprends pas l'utilité dans le 2 Towers chez vous, comment vous l'utilisez en fait. Parce qu'aujourd'hui, un ANN, c'est sympa, ça va répondre à plein de problématiques hybrides, etc. Donc, ce qu'on a vu dans le premier talk, par exemple. Mais dans le 2 Towers, donc on peut partir sur du Product to Vec. Donc, c'est aussi un papier qui a été créé par Criteo. Ah oui. Et du coup, pourquoi ANN? Pourquoi plus Product to Vec?
Voilà. Donc, c'est quoi l'utilité de toute cette partie-là qui est assez technique quand même et qui nécessite une architecture technique derrière qui est assez conséquente hein, pour construire les approximations. Et, voilà. Alors, je pense que j'ai essayé de l'expliquer ici. L'idée du Two Tower, c'est vraiment d'être compatible avec cette architecture. Donc, c'est vraiment l'idée de, OK, on va pouvoir scorer tout avec une distance, tout avec un inner product, et donc se mettre dans ce cas-là. Et donc, maintenant, la question, c'est pourquoi ANN? Parce que c'est l'algorithme qui nous permet de scorer tous ces produits. Alors, effectivement, on ne va pas utiliser, comme dans des vecteurs DB, des règles supplémentaires pour dire, bah voilà, enfin, je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, mais je veux les top produits sous contrainte qui soient dans telle catégorie. Non, ça, on n'a pas besoin, mais juste dire, je veux le top produit, bah, il n'y a pas tellement d'autres solutions. D'accord. Enfin, ou sauf si je rate une. Est-ce que c'est applicable aussi pour les utilisateurs? Parce que vous avez parlé de vecteur user, si j'ai bien compris. Ouais. Present the user with a vector of dimension D. Comment vous appliquez ça sur les vecteurs utilisateurs du coup? Donc l'idée, c'est qu'en amont, on va faire tout cet index Ouais. dans lequel on va mettre tous les vecteurs produits. Et après, et c'est ça que nous donne l'architecture Two Tower, c'est cette idée-là que au moment de la requête, la seule chose qui va tourner, c'est la création de ce user embedding. D'accord. Ok, je vois. Ouais, je vois. Et donc après, on obtient ce user embedding et on appelle l'index, on fait tourner ce approximate nearest neighbor search et on obtient les produits. Ouais, merci. C'était ça que je cherchais. Beaucoup. Du coup, il y avait la dernière. Merci beaucoup pour la présentation. La question est peut-être naïve. Est-ce que c'est comme ça que fonctionne un moteur vous avez parlé de Bing, un moteur de recherche classique, et si on remplace un product features par une page et un user features par un utilisateur plus une requête, est-ce que ça marcherait? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne actuellement? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand je parle de Bing, c'est pas là qu'ils ont pu. En tout cas, je ne suis pas passé dessus. La fonctionnalité dont ils ont parlé, c'est la fonctionnalité Explore Further, qui consiste pour une page recommandée à en recommander 5 autres qui pourraient intéresser les personnes. Et dans ce cadre-là, pour le coup, ils décrivent toute une architecture et c'est vraiment le papier qui décrit avec le plus de détails quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'ai décrit ici. Je ne sais pas qui a posé la question. Il se trouve que j'ai pas mal bossé sur les moteurs de recherche chez les acteurs à la Cdiscount et Mano Mano, donc il y a des choses qui ressemblent en fait. Et vous avez souvent en fait une couche base qui va être Solaire ou Elasticsearch, qui fait la partie retrieval en fait pour trouver qu'est-ce qui est en fait acceptable. Après, il y a un premier ranking qui va être fait sémantique grâce à ces moteurs sémantiques. Et après, on veut les classer, c'est là où ça devient plus difficile. Donc, il va y avoir en fait des fonctions business qui vont être associées, mais ça suffit pas non plus. Il faut terminer par une forme de re-ranking. Il faut reclasser en fait les choses. Et ça va utiliser dans la pratique beaucoup les données comportementales. C'est-à-dire que vous trouvez un lot de produits qui sont acceptables sémantiquement, il faut les ranger. Et donc là, l'idée est de regarder notamment qu'est-ce qu'ont fait les utilisateurs qui ont tapé cette requête-là. Parce que quand vous cherchez, par exemple, le mot smartphone, on pourrait être tenté de mettre les top ventes. On cherche du coup un premier lot de produits admissibles, les smartphones. Et on pourrait dire, bah, tiens, on vient les classer par ordre business, donc on aurait l'iPhone. Mais en fait, il se trouve que les gens qui tapent smartphone sont plutôt intéressés par des smartphones à 200 €. Et donc là, c'est les données comportementales qui viennent aider pour bien classer. Donc il y a pas mal d'étapes. Ouais, c'est ça, il faut sortir très très vite les choses. Et après, tu les reclasses. Nous, la pratique qu'on avait, c'était, contrairement à ce que tu as montré, on était moins préoccupé par toujours le temps réel. Et on faisait beaucoup de calculs en batch qui se retrouvaient à être pertinents.
Je vous propose de remercier encore. Martin? Juste rajouter, désolé. Désolé. Quand même. Merci. Là, il y avait une partie de la question dont je me suis rappelé après avoir répondu, qui était est-ce que ça marche avec d'autres approches si, par exemple, l'embedding, c'est pas un produit et on veut faire dans l'autre sens. C'est tout à fait possible. L'embedding, ça peut être, par exemple, un encoding du texte entré dans la barre de recherche. Nous, on fait ça aussi pour d'autres cas d'usage. Et même, on a même renversé complètement le problème. On vend même des audiences, donc pour la partie éligibilité, pour savoir à qui on va faire des publicités pour un produit. Et ben dans ce cas-là, on indexe des utilisateurs et à partir d'un produit, on va retrouver ceux qui ont le plus de raisons de plus de chances de l'acheter ou de le cliquer. Merci. Ah non, c'est bon. C'est bon, oui. Ok, donc moi je m'appelle Aurélien, je travaille chez Netflix en tant que chercheur senior. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect de la recommandation qui est peut-être pas celui dont vous avez l'habitude d'entendre. On va pas parler de comment on construit un modèle de recommandation. Ça va pas vraiment être la partie qui m'intéresse le plus. Je vais supposer que mes co-speakers précédents ont déjà pas mal débroussaillé la question. Et je vais plutôt me poser une question un peu plus méta, qui est comment on va construire des récompenses. Donc ce qu'on va appeler des surrogate rewards, ou ce que je traduis en français par... je traduis ça en français d'ailleurs. Par des récompenses de substitution, voilà, pour les systèmes de recommandation. Donc voilà, donc Netflix, donc c'est un peu différent, je pense, des systèmes, enfin des business dont on a parlé avant. On a beaucoup moins de produits. Déjà, on ne vend pas un produit, enfin, c'est pas une boîte de e-commerce, c'est une boîte qui vous propose des films, et des séries à regarder et qui essaie de vous trouver celles que vous allez bien aimer. Et on ne paye pas par vue, on paye à la toute fin si on renouvelle l'abonnement à la fin du mois ou pas. Donc, la situation, donc on a beaucoup moins de produits. Déjà, on a de titres de différents films et séries, on en a à peu près un peu moins de 10 000. Donc, beaucoup moins de complexité, de retrieval, de trucs comme ça auxquels penser. Ça va être un peu plus simple. Par contre, on a un espace d'action qui va être potentiellement beaucoup plus grand que dans le e-commerce, au sens où il s'agit de construire une page entière. Et ça, c'est l'espace d'action. Donc, voilà, c'est un peu le contexte. Maintenant, donc, quand on veut entraîner un système de recommandation en Netflix, donc déjà, quelle est la situation d'apprentissage? Quelles sont les données qu'on va avoir? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre une population d'utilisateurs au cours du temps. Et donc, la trajectoire d'un utilisateur, ça va alterner des actions qu'on va appeler AT. Donc, désolé, il va y avoir un peu de notation dans mon talk, c'est un peu plus mathématique, du système de recommandation. Donc, voilà, donc une action AT, c'est la construction d'une page et les mesures XT de l'utilisateur. Donc, les mesures qu'on fait à l'échelle de la session après la production et la présentation d'une page. Donc voilà, donc imaginons qu'on ait un petit utilisateur fictif représenté par ce petit bonhomme ici. On va savoir qu'à l'inscription, donc cette personne, donc on a tout un état de covariates initiales, donc qui sont les choses qu'on mesure avant toute action, qui sont valables de tout temps, de façon permanente, des covariates de baseline, ce qu'on appelle en statistique. Donc on va les dénoter W. Et donc ça va être que la personne donc, est basée en France, a un plan standard, à 4 profils, a souscrit en 2018. Donc voilà, donc c'est la première chose qu'on va mesurer sur cette personne au cours de sa trajectoire d'utilisateur de Netflix. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va produire donc la première page et présenter la première page de recommandation à cette personne. Donc ça va être notre action A1. À l'issue de la première session, donc on va faire des mesures post-action, donc post cette production et présentation de page. Et donc on va mesurer donc tout un paquet de trucs. Donc je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, donc c'est très high dimensional. Donc par exemple, on va mesurer, donc est-ce qu'il y a eu un play, est-ce que la personne a joué quelque chose, est-ce que la personne a joué un game, un jeu, parce que maintenant à Netflix il y a des jeux,
est-ce que la personne a terminé le titre qu'elle a joué? Est-ce que c'était un discovery play, donc un truc nouveau que la personne n'a pas rencontré avant? Ou est-ce qu'au contraire, c'était from the continue watching row, donc un truc que la personne était déjà en train de regarder? Donc voilà, c'est le type de mesure post-action et encore beaucoup, beaucoup de choses donc, que je ne vais pas lister parce que ça prendrait trop de temps. Et donc la trajectoire, donc ça va être une alternance de ces actions du recommender system, A1, AT, AT, XT, les mesures post-action, donc à l'échelle de la session. Et à la fin du mois, donc on va mesurer un indicateur de renouvellement. Donc ici, là, dans mon petit exemple, je suis optimiste, je dis que la personne, elle renouvelle. Et donc ça, c'est quelque chose qui est directement proportionnel au revenu de la boîte, généré par l'utilisateur. Le coefficient de proportionnalité, c'est le prix de l'abonnement. Voilà, donc ça, c'est la situation d'apprentissage qu'on a vraiment. Donc c'est les données telles qu'on les collecte. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait? Donc on aimerait plutôt idéalement se ramener à des problèmes un peu plus connus mathématiquement ou en termes d'ingénierie. On aimerait se ramener à une situation où à l'échelle de la session, on a une alternance d'état, ST, action, AT et récompense. Et le truc qui va mapper les états aux actions, ça va être ce qu'on va appeler la politique, donc en l'occurrence notre système de recommandation. Donc, et on aimerait que les états soient suffisamment riches de telle sorte que ils isolent en probabilité le passé du futur. Donc, on voudrait que l'état il soit très riche. Donc, par exemple, on aimerait bien que ce soit, en plus des données baseline, on aimerait qu'il y ait une sorte d'embedding de l'histoire des interactions de la personne avec le service. Et donc, on va avoir une politique donc, qui va sampler une action, donc une page à partir de l'état, et on va avoir une récompense. On aimerait bien que c'est ST, AT, RT, donc que ce soit à l'échelle de la session, et la récompense, c'est l'objet de ce talk. Comment on va choisir la récompense? Donc, avant de se plonger dans cette question directement de comment on va choisir la récompense, donc juste, voilà, qu'est-ce qu'on aurait idéalement? Donc, on aurait ST, AT, RT qui serait un Markov Decision Process. Et si on a un Markov Decision Process, donc où il y a un état ST qui est suffisamment riche pour voilà, faire cette isolation probabiliste du passé et du futur, donc on aurait que la politique optimale, donc ça serait l'unique point fixe de l'opérateur de Bellman. Donc peu importe comment on le trouve, c'est juste que c'est bien caractérisé. C'est tout ce que j'ai envie que vous reteniez pour les gens qui ne sont pas spécialement branchés par le reinforcement learning. En tout cas, c'est bien caractérisé. Il y a des algorithmes qui font ça. Ce n'est pas l'objet de ce talk, mais ça serait bien si on pouvait s'y ramener. Donc, comment se ramener à un Markov Decision Process? Donc, on a dit qu'on aimerait bien avoir des états qui soient riches, qui encodent beaucoup de choses, de telle sorte que ce qui se passe après cet état, ça soit indépendant de ce qui se passe avant conditionnellement à cet état. L'action, donc on voudrait que ce soit l'action. Donc, l'action, elle est définie de façon sans ambiguïté, donc c'est la construction de page. Et la récompense, donc, qui est le truc dont je vais vous parler aujourd'hui, de comment la trouver. Comment choisir une récompense à partir de ce qu'on mesure après l'action. Donc, l'état, on va prendre juste un history embedder, une fonction compliquée, un LSTM, un transformer, je ne sais pas quoi, qui va juste agréger tout le passé dans un résumé du passé. L'action, c'est l'action. La récompense RT, ça va être une fonction, par exemple, à déterminer des choses qu'on mesure à l'issue de la session. Donc, mauvaise récompense et bonne récompense. Alors, qu'est-ce que serait une mauvaise récompense? C'est des récompenses qui vont mener à des comportements de clickbaiting de la part du système de recommandation. Donc, ça peut arriver si la récompense, c'est juste play, s'il y a un play dans la session. Donc, par exemple, si on dit au recommender system apprend à maximiser le nombre de plays, ce que le recommender system va faire, il va tendance à choisir, par exemple, des titres avec des vignettes un peu racoleuses, des titres qui sont un peu racoleurs, mais que les gens vont cliquer, puis ils vont arrêter tout de suite parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils aiment. Et ça va pas leur donner une satisfaction suffisante de telle sorte qu'à la fin, ils vont continuer à souscrire à Netflix. Alors, vous pourriez dire que oui, mais puisqu'on considère un Markov Decision Process, on est quand même un petit peu forward-looking. On s'intéresse un peu aux aspects longitudinaux et à maximiser la récompense dans le long terme, certes, mais malgré tout, il se peut que l'attitude un peu greedy
de maximiser le nombre de play, le faire tout de suite. En plus, il y a un discount factor, donc ce qui se passe dans le futur, c'est moins important. L'attitude greedy de maximiser le nombre de plays, elle va quand même mener à des comportements qui ne sont pas les comportements vertueux. La récompense idéale, au contraire, elle est telle que si on la maximise, on maximise le revenu de Netflix. Et elle serait de telle sorte que si on peut estimer avec suffisamment de précision l'impact des différentes actions algorithmiques sur cette récompense, si on pouvait l'estimer, voilà, il faudrait qu'on puisse estimer avec suffisamment de précision l'impact des actions algorithmiques sur cette récompense. Il faudrait qu'on ait statistiquement parlant, il faudrait qu'on ait un bon signal-to-noise ratio. Donc, une question légitime est pourquoi pas simplement utiliser l'indicateur de rétention comme récompense? J'ai déjà un petit peu commencé à set the stage de pourquoi c'est pas vraiment ce qu'on va vouloir faire. Déjà, on quitterait la structure mathématique du Markov Decision Process parce qu'au lieu d'avoir des triplés état, action, récompense à l'échelle de la session, on va avoir action, état, action, état, action, état, et à la fin, une récompense. Et c'est pas la structure qu'on veut. Donc, résoudre l'équation de Bellman, ça va pas le faire. Si on essaie de raisonner un peu avec les mains, si on s'échappe un peu des rigueurs mathématiques et qu'on essaie d'être un peu, pas dans le carcan de la pensée mathématique, avec les mains, on se dit, de toute manière, ça va être très dur parce que la politique, elle doit choisir une séquence d'actions complète sur tout un mois, A1 à T, et le feedback n'interviendra qu'à la fin. Donc l'attribution de la récompense à l'action, ça va être plutôt compliqué. Beaucoup d'actions, une récompense à la fin, et en plus, il se trouve que la récompense, donc c'est la rétention, hein, je le précise à nouveau. La rétention, c'est très difficile à faire bouger algorithmiquement. Voilà, tout un paquet de raisons pour lesquelles on n'a pas spécialement envie d'utiliser la rétention à la fin du mois comme la récompense. Donc, que faire? Donc, ce qui serait bien, c'est d'apprendre comment faire bouger les métriques intermédiaires, donc qu'on peut mesurer avec un signal-to-noise ratio qui est assez élevé, qui sont un peu plus sensibles aux actions algorithmiques. Comment ça fait bouger l'indicateur de renouvellement à la fin? Donc, on se pose la question de l'impact d'un truc sur un autre. Donc, c'est une question causale. Donc, puisqu'on est dans le framework de l'inférence causale, on va devoir formuler un modèle causal dont on va espérer qu'il va capturer la réalité relativement bien. Donc, le modèle causal, presque sans hypothèse, je vais vous dire pourquoi presque. Donc, c'est le suivant. Donc, en inférence causale, une hypothèse, c'est quelque chose qui requiert une sorte d'acte de foi qui n'est pas évidemment vrai. Alors, si on va partir des choses qui sont déjà évidemment vraies, donc qui sont évidemment vraies et connues, c'est l'ordre dans lequel on collecte les données. On a une alternance de action, mesure post-action, action, mesure post-action, qui se déroule dans cet ordre-là. Du coup, les flèches, elles vont refléter le fait que les choses antérieures impactent les choses postérieures et pas le contraire. Donc déjà, ça restera un peu la complexité de ce graphe. Il n'y a que des flèches qui vont de gauche à droite dans ce modèle causal. On va supposer qu'il y a des unmeasured confounders. Donc, je vais revenir un peu après sur ce que j'appelle des unmeasured confounders. Donc, je vais supposer qu'il y en a, parce qu'a priori, je n'ai pas de raison de croire qu'il n'y en a pas. Donc, dans le contexte de Netflix, donc, les unmeasured confounders, c'est des choses qui vont impacter et la rétention et les mesures post-action à l'échelle de la session. Et ça va être des choses comme, par exemple, est-ce que la personne aime faire du vélo? Par exemple, si la personne aime faire du vélo, et ben, les jours où il fait beau, et ben, elle va avoir tendance à pas trop regarder Netflix. Et s'il y a un mois où il fait beau tout le temps, il va se trouver que si cette personne aime vraiment beaucoup le vélo, elle va tendance à potentiellement pas renouveler Netflix parce qu'il se trouve qu'il fait particulièrement beau en ce moment. Ou alors si la personne est très riche, peut-être qu'elle a des goûts un peu plus élitistes, voilà, corrélation sociale, et va être relativement insensible, financièrement parlant, à la décision de renouveler ou pas, parce que ça représente une fraction infime de son revenu. Ou alors si la personne a très peu de temps, voilà, c'est encore un jeu de confondeur, des choses qu'on ne sait pas, parce qu'à Netflix, on ne traque pas vraiment le comportement des gens en dehors de la plateforme. Donc, c'est plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà, et j'ai fait une petite hypothèse. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un measure de confidence en général? Donc, dans une situation d'inférence causale où on a un traitement et une récompense, ou un traitement et un outcome, un résultat, donc c'est quelque chose qui n'est pas mesuré et qui impacte à la fois le traitement et à la fois la récompense. Donc, par exemple, un petit exemple
commun, c'est la question de est-ce que la durée d'étude impacte le revenu. Et un unmeasured confounder, c'est les habilités intrinsèques de la personne. Les personnes qui ont un peu plus d'habilités intrinsèques, les études, ça va être plus facile pour cette personne. Du coup, va avoir tendance à aller jusqu'au doctorat, par exemple. Et peut-être que ces habilités intrinsèques vont lui aider à gagner un peu plus d'argent. Donc voilà, c'est un unmeasured confounder. Voilà. J'ai fait une petite hypothèse quand même ici. J'ai supposé que les unmeasured confounders, ils sont pas dynamiques. Ils évoluent pas dans le temps. J'ai supposé que c'est quelque chose de fixe dans le temps. Donc, ceux que j'ai donnés en exemple, c'est des choses qui vont être relativement fixes dans le temps. Donc maintenant, on va être obligé de faire quand même quelques hypothèses pour arriver à une méthode, à une proposition de solution. Donc l'hypothèse clé, ça va être qu'il y a une médiation totale de l'effet des actions A à T sur la rétention, l'effet des constructions de pages sur la rétention par les mesures post-action. Donc on va supposer que les mesures post-action prises ensemble sont suffisamment riches de telle sorte que elles médient, donc il y a une médiation totale de l'effet des recommandations sur la rétention. Donc ça veut dire sur ce graphe que les flèches pointillées orange sont absentes. Donc c'est plausible, comme je dis, si les états sont suffisamment riches. Donc, je vais faire une petite hypothèse supplémentaire donc, qui est compatible avec le graphe précédent, donc, qui est que les informations baseline W, donc est-ce que la personne habite en France, tout ça, et les métriques post-action X1, XT entrent dans la rétention de façon additivement décomposable avec les unmeasured confounders. Et donc, il se trouve que si ce modèle, donc cette non-parametric structuration equation model, si elle est vraie, donc c'est à la fois compatible avec ces graphes causaux, donc si c'est vrai, sous ce modèle, pour toute politique pi, donc pour tout recommender system, eh ben, l'espérance du revenu de la rétention sous ce modèle, sous ce système de recommandation, ça va être l'espérance de cette fonction h, donc des baseline covariates, et des X1, XT, donc, qui sont les mesures post-action, donc ce qu'on mesure du comportement de la personne post-recommandation. Donc c'est super, donc si ça c'est vrai, eh ben, ça suggère qu'on serait dans une très bonne position si on apprenait H. Donc si on apprenait H, donc cette fonction H, voilà, donc eh ben, si on l'avait à disposition, on pourrait évaluer l'impact d'une politique pi par son impact sur H. Donc ça nous donnerait un objet qu'on appelle une surrogate reward, donc ce que je dis, une récompense de substitution. Voilà. Donc ça aurait plusieurs bénéfices. Donc on aurait du feedback pour chaque action, et le feedback serait en termes de métriques sensibles, donc les X1, XT aux actions du recommender system. Si la personne joue un film qu'on lui a recommandé, c'est quand même plutôt sensible à est-ce qu'on a recommandé ce film. Donc on aurait un bon signal-to-noise ratio. Donc graphiquement, donc, juste pour vous donner un petit truc un peu plus visuel de ce que c'est qu'une surrogate reward, bah, c'est quelque chose qui est tel que si j'ai deux systèmes de recommandation 0 ou 1, ben, si je bouge ma plateforme du système 0 au système 1, et ben, je fais bouger en moyenne de la même quantité ma surrogate reward et ma rétention. Donc, on a dit qu'on voulait apprendre H. Donc, c'est le paramètre causal cible. Donc, cette fonction-là qui va agréger les mesures d'état et qui va essayer d'être en espérance pareil que la rétention. Donc, si on regarde cette équation, on se dit ah bah, ça ressemble un peu à un modèle de régression puisque le terme G, W, epsilon est de moyenne nulle. Donc, ce qui est tentant de faire, c'est se dire bah, on va juste régresser avec l'algorithme qui est votre algorithme favori, que ce soit un neural net, XGBoost ou que sais-je. On va régresser Y sur les variables W et les mesures post-action X1, XT. Donc, c'est-à-dire évaluer cette espérance conditionnelle là, que j'ai écrite ici. Donc ça serait tentant de le faire, mais à cause de la présence du confounder non mesuré U, donc si la personne est très occupée, si elle aime le vélo, tout ça, ben, ça ne nous donne pas la bonne réponse. Ça ne nous donne pas ce H WX1XT. Donc comment surmonter la présence d'un confounder non mesuré? Alors on va prendre inspiration de ce que font les économistes. Donc on va utiliser une variable instrumentale. Donc je vais revenir sur ce que c'est qu'une variable instrumentale pour ceux qui auraient oublié, qui n'auraient pas pris d'économétrie. Mais d'abord, qu'est-ce que ça serait dans notre contexte de Netflix? Bah, ça serait une variable Z
donc qui impacte la rétention qu'à travers les actions du système de recommandation et les mesures post-action. Et donc, en particulier, ça serait quelque chose donc, qui n'a pas de flèche directe, donc il n'y aura pas de flèche directe de Z à Y, il n'y aura pas d'effet direct sur la rétention, donc c'est totalement médié par ces trucs intermédiaires. Et il faut que ça soit indépendant des unmeasured confounders. Donc, voilà, si on avait voilà, ma claim à cet état du talk, c'est que ça serait bien d'en avoir une, de variable instrumentale. Donc, juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une variable instrumentale? Un petit exemple où ça va être très facile de le comprendre. Donc, si on se pose la question de quel est l'impact de l'assiduité en cours sur le résultat scolaire, ben, il y a un unmeasured confounder assez évident qui est la motivation de la personne qui va impacter positivement les deux. Alors, une variable instrumentale, donc il faudrait que ça soit indépendant de la motivation, il faudrait que ça impacte les résultats scolaires qu'à travers l'assiduité, et il faudrait que ça impacte l'assiduité. En fait, une assez naturelle, je crois que c'est un papier de Card, qui a eu un prix Nobel d'éco en 2021. Donc, c'est la distance à l'université, ou une autre assez naturelle, ça serait si la ligne de métro sur laquelle la personne habite tombe souvent en panne ou pas. Donc, voilà, donc ça, c'est ce que est une variable instrumentale. Dans le cas Netflix, donc c'est un truc qui va impacter la rétention qu'à travers donc, ce qui va représenter donc, l'assiduité à l'école, donc les recommandations du système et ce qu'on mesure post-recommandation, qui va être indépendant des unmeasured confounders. Voilà, donc ça pose la question. Donc pour le moment, je vous dis que ça serait bien d'en avoir une. Alors déjà, je vais expliquer pourquoi, mais d'abord, comment on en trouve une? Donc, il se trouve que dans une boîte de tech comme Netflix, on fait beaucoup de A/B tests. Et les A/B tests, c'est une excellente variable instrumentale. C'est évidemment indépendant de si la personne, voilà, si vous retrouvez dans le bras A ou le bras B du A/B test, c'est indépendant de votre revenu, c'est indépendant de si vous êtes très occupé ou pas, si vous aimez le vélo ou pas. Donc c'est une très bonne variable instrumentale. Et ça peut impacter donc les A/B tests, on espère qu'ils impactent à minima les métriques intermédiaires, donc les X1, XT. Sinon, c'est un A/B test raté. Donc, ce que ça suggère de faire, c'est, si on veut beaucoup de variables instrumentales, on va prendre tous ces A/B tests. Supposons qu'on en ait K, grand K des A/B tests, chacun avec 2 bras de traitement. Donc, on va avoir au total 2 K bras de traitement. On va tous les fusionner. Donc, on va faire un VStack en NumPy, voilà, les mettre les uns au-dessus des autres. Et on va appeler Z lequel des 2 K bras de traitement l'individu est dedans. Et j'affirme que dans ce cas-là, avec ce Z, donc le paramètre cible H, donc pour cette variable instrumentale, pour toute variable instrumentale d'ailleurs, résoudrait alors cette équation intégrale. Super. Donc quelques considérations mathématiques. Si H est paramétrique, donc il faut au moins autant de valeurs distinctes de Z que de paramètres pour que H soit identifié. Voilà. Donc, heureusement, à Netflix, si on va prendre un modèle pas trop compliqué, à 10 paramètres, en fait, on a des A/B tests, on a des centaines. Du coup, on va pouvoir le faire. Si H vit dans un modèle non paramétrique, alors H n'est pas identifié. Dans ce cas, on va cibler donc, la solution de norme minimale à l'équation intégrale. Et cette solution de norme minimale à l'équation intégrale, je vous invite à lire les papiers de mes collègues et moi-même sur la question. On va pouvoir la connecter aux effets causaux sur la rétention. Donc un exemple d'implémentation, donc très simple, on va supposer que h de x, donc ça va être une combinaison linéaire du nombre de plays, du nombre de fois que la personne a regardé jusqu'à la fin et du nombre de fois que la personne a regardé un titre de type Discovery Play. Donc dans ce cas-là, on peut faire two-stage least-square, pour ceux qui ont fait de l'économétrie. Et donc, ça va nous identifier donc, ces coefficients, β1, β2, en la présence de unmeasured confounders. Et donc, ça nous suggère la construction d'une récompense à un instant donné, à la fin d'une session, donc qui va être voilà, donc ces coefficients fois est-ce que la personne a regardé quelque chose, est-ce que la personne a regardé jusqu'à la fin, est-ce que la personne a fait un discovery play. Donc, en conclusion, quel est le message que j'essaie de faire passer? Donc, le domaine de la construction d'algorithmes de recommandation, donc c'est quelque chose qui est relativement exploré. Encore faut-il, bon, même si bien sûr il y a énormément de choses à faire sur ce domaine, mais une question qui est assez importante,
c'est la question, et peut-être que ça peut résoudre un des problèmes dont tu parlais, sur la question de est-ce que maximiser le nombre de plays, ça maximise nécessairement le revenu? Si on recommande des produits moins chers, c'est pas le cas. Pareillement, à Netflix, on veut connecter les récompenses au revenu. On veut pas simplement maximiser le nombre de plays. Donc, idéalement, une bonne récompense pour un système de recommandation, ça serait quelque chose qui est directement en lien avec le revenu. Donc malheureusement, la rétention, ça bouge très peu. Donc c'est un système peu sensible aux interventions algorithmiques. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est apprendre comment faire bouger des métriques qui sont sensibles, fait bouger le revenu. Donc ce qui suggère la démarche suivante, donc, qui est d'apprendre une surrogate reward dont les effets de traitement sur cette surrogate reward doivent être égaux aux effets de traitement sur la rétention. Et cette surrogate reward, on va l'exprimer en termes de choses qui sont sensibles aux interventions. Du coup, on va se retrouver à optimiser quelque chose qui est à la fois vertueux d'optimiser et pour lequel on va avoir du signal. Donc là, on a touché que en surface ce domaine de recherche. Il y a encore plein de considérations à prendre en compte. Par exemple, même si c'est des métriques relativement sensibles, comparativement à la rétention, c'est pas si sensible que ça. Du coup, aux interventions des A/B tests, du coup, les A/B tests, ce sont des faibles instrumental variables. Du coup, il y a tout un tas de considérations à prendre en compte pour comment on résout ce problème avec des instrumental variables qui sont faibles. Donc voilà, pour ça, je vous invite à visiter certains des papiers qu'on a publiés récemment dans mon équipe. Donc j'espère que ça vous a plu.